Ça marche? Ça marche? Oui, 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 oui. Bonsoir, on va commencer. Voilà. Ben, on est, je sais pas, on n'est pas content, on est triste, mais en même temps, on est très, très content que vous soyez venus. Et on remercie vraiment infiniment, infiniment, infiniment la SCAM et sa présidente, Julie Bertuccelli, qui est là et qui va vous dire quelques mots. Juste quelques mots, parce qu'on a tous hâte de vous écouter. Vous dire que je suis heureuse et en même temps, évidemment, très émue que vous soyez si nombreux et tous là, tous ces amis, tous ces collaborateurs là autour de Patrice. Évidemment, on aurait aimé faire cet hommage en sa présence, qu'il en profite. Comme toujours, on est toujours en rage de ces hommages trop tard, mais il est parti trop vite. Et donc, je souhaite une belle soirée. On va vous entendre tous avec bonheur pour se souvenir de lui et découvrir plein de choses aussi. Voilà, bonne soirée. Je vous laisse la parole. Merci, Julie. Alors, moi, je suis Simone Bitton. J'ai travaillé plusieurs fois avec Patrice et c'était aussi un ami. On a partagé plein de choses ensemble. Je ne sais pas très bien comment je me suis retrouvée là, mais bon, voilà. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et puis, elle, c'est Émilie Rafoul. Elle va vous expliquer. Elle n'a pas vraiment travaillé avec Patrice, mais elle le connaissait très, 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 très bien. C'est son amie d'enfance. Elle est productrice comme lui. Et voilà, elle a des choses à vous dire pour ouvrir cette soirée. Ça marche. C'est pas l'exercice le plus facile, mais bon, j'espère que ça va se passer. Déjà, c'est formidable que vous soyez tous là, mais ça dit aussi ce qu'était Patrice et les liens qu'il tissait avec les gens, qui avaient une certaine incandescence, qui fait que, en effet, toute sa vie est là. Majoritairement professionnelle, c'est une vie que je connaissais peu, moi. J'ai connu Patrice, je ne sais même pas quand je l'ai connu, je m'en souviens pas. J'ai l'impression qu'il a toujours été là, nos parents étaient proches, ils partageaient les mêmes combats dans les années 70. C'était... je devrais déjà surtout remercier Leïla Chahid d'être là. J'allais parler des Palestiniens sans dire aussi, voilà, le fait que Leïla ait traversé, ait fait des heures d'avion pour venir là, et elle n'est pas la seule. Il y a Kim Spencer qui vient de Los Angeles. Enfin, vous avez tous des liens. Agnès, que j'ai pas vue depuis le lycée, qui est la petite sœur de Patrice. Donc, on a grandi avec des parents qui étaient des parents de combat. Il y avait l'Algérie, dont Denise et Robert... Comme tu es très modeste, je vais dire qui était ton papa, parce que tu dis nos parents. Ton papa était Éric Rouleau, qui était un très grand journaliste. Et qui était proche et qui partageait les combats indépendantistes des parents de Patrice. Qui, avec ma mère, Rosie, qui a fait partie des gens qui ont créé Sigma, et Robert et Denise ont porté des combats comme l'Algérie indépendante, toute cette lutte anticoloniale, les Palestiniens, comme toi, Simone, qui est la première à avoir fait un film sur les Palestiniens. Je crois que mon père a été le premier à les citer dans le journal Le Monde. Il y avait les colonels de la Grèce aussi. Et nous, on a grandi dans ce monde-là, dans ce terreau-là. Et c'est le terreau de Patrice. J'ai un papier parce que je ne suis pas sûre de ne pas être trop émue. Et c'est sur ce terreau que Patrice a grandi et a continué sa vie. Il a rajouté à ça ses propres combats, mais il a toujours été du côté des opprimés, c'était le combat de sa vie. Être journaliste, c'était aussi prendre le relais. Moi, je l'ai toujours connu voulant être journaliste. C'était le relais de ton père, de votre père, Robert, qu'il avait été. Patrice avait une intelligence puissante, parfois visionnaire, et un indéniable talent pour défricher des routes inexplorées. Vous allez chacun raconter ce que vous avez fait ensemble. C'était des inventions, des créations. Il y a eu la création de Point du Jour avec Jean-Louis Saporito, qu'on parlera tout à l'heure, Vis-à-vis avec Kim Spencer. Et nous parlerons de tout ça avec vous. Il a toujours eu des projets et il a toujours voulu les mener jusqu'au bout, avec peut-être une certaine mégalomanie parfois. Il lâchait jamais, ça pouvait aussi agacer. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'ai envoyé une équipe à Mossoul. Stéphane Villeneuve, Véronique Robert et Bakhtiar Haddad sont morts sur une mine. J'étais à Bagdad pour essayer de les ramener en France et Patrice m'a appelé en me disant « Je veux t'aider,
je suis fort maintenant. C'était pas vrai. Il n'était pas fort du tout. Parce qu'il avait en lui une vraie saloperie, une souffrance qui pouvait l'écarteler, une souffrance à laquelle moi j'ai assisté, d'un autre monde, et qui pouvait l'écarteler sur place, tellement c'était intolérable. Malgré ses amis, malgré parfois des coups du destin avec Paul Morera, je ne sais pas si Paul est arrivé, pas encore, bon. Mais qu'on appelait Polo, qui était aussi un ami de lycée. C'est cette saloperie qu'il a emportée, c'est elle qui a gagné. Toutes ces années, ces 40-45 années qu'on a partagées hors boulot, il m'a toujours dit qu'il n'en avait rien à foutre du journalisme et rien à foutre de la télé. C'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était changer le monde. Donc Gilles Kayat et Gonzalo Arrijón lui rendent hommage. On fait un film assez bouleversant sur ce qu'il a fait. Ce que vous allez voir maintenant de ce qu'ils ont préparé, ça ressemble à de la télé, mais ça n'en est pas. C'est ce que Patrice voulait, c'est-à-dire bouger les lignes et changer le monde. Voilà. Alors, Gonzalo. Alors, comme ils sont tous les deux aussi très modestes, Gonzalo Arrijón et Gilles Kayat, au cas où ils oublieraient ou ils ne voudraient pas le dire, moi je dis qu'ils ont fait vraiment, je sais pas moi, en 3 jours, un week-end et quelques nuits, jusqu'à hier à 4h du matin, cette réunion d'extraits du travail de Patrice dont ils vont nous parler avant qu'on le voie. 4h du matin. 5h Ça marche pas. 5h 4h du matin pour tous ceux qui font le même métier. Voilà, c'est pas si étonnant que ça. On va dire que c'est habituel. D'abord, je voudrais évidemment vous remercier d'être venu de loin. Émilie l'a déjà dit. Vous allez voir... Est-ce qu'on peut appeler ça un film ? Je ne sais pas. Vous allez voir une sorte de panorama du travail de Patrice tout au long de ces années. Vous allez le voir sous une forme que je ne vais pas vous dévoiler, bien sûr. Quelques petites précisions. On a fait ce film avec les images qu'on a pu retrouver. La carrière de Patrice est émaillée d'accidents, je dirais, qui ont fait que certaines images n'étaient pas disponibles. Donc, nous ne sommes pas exhaustifs, nous n'avons pas pu l'être. Et je crois que d'ailleurs, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée, mais beaucoup d'entre vous qui avez travaillé avec lui, je pense, se retrouveront dans ces quelques images. On a eu du mal à choisir. On ne s'est pas super engueulé. Non, ça va ? Ouais. Non, moyen. Non, pas très compliqué finalement. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais en fait. Donc, il y a quelques extraits qui n'ont pas été traduits, qui sont en anglais, qui n'ont pas été traduits. Je vous le précise quand même. Donc, oui. Mais pour les anglophones, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, voilà, c'était quand même une grande émotion pour nous deux. Et je vais te passer le micro pour en parler de cette émotion, parce que moi, je suis nul en émotion. Merci Gilles. Et oui, rapidement, effectivement, ce qu'on va voir, c'est un peu ce qu'on a trouvé, un peu de ce qu'on a trouvé, et de l'œuvre très, très, très prolifique de Patrice, ou de certains parmi nous avec Patrice. Et deux choses que je trouve que ça mérite d'être souligné par rapport à 2 séquences qu'on va voir, et que ça parle beaucoup de lui. Et dans le dialogue que j'ai eu l'honneur de participer directement, Patrice avait quitté la télévision à un moment donné, et il voulait, comme ça a été dit, carrément s'occuper du monde. Et donc, on a mis en place une liaison historique entre le forum de Davos et celui de Porto Alegre. Et il y a une séquence où il y a la grand-mère de la place des mecs qui engueule d'une manière très forte. Vous allez voir quelqu'un de très important dans ce monde, et que ça nous a fâché beaucoup, Patrice et moi. Et Patrice, parce que moi, j'insistais pour mettre cette dame dans le dialogue, ou dans le simili-dialogue, ou dans le pseudo-dialogue.
Et pendant de longues années, on était très fâchés. Moi, plutôt fier, et lui, m'engueulant comme quelqu'un qui a cassé quelque chose d'important, ou en tout cas qui a mis en péril quelque chose d'important. Avec les années, il a écrit dans Le Monde du Plot Maroc, il y a un an. Et il explique dans les détails qu'en fait, sa rage était du fait qu'il croyait que le dialogue était possible tout de suite entre ces deux moitiés du monde. Et il avait compris que ce n'était pas possible. Donc là, on s'est réconcilié un peu. Et c'est là surtout qu'il a créé sa fameuse ONG Bridge Initiative. C'est là où il a décollé. C'est là où il travaillait avec l'ONU directement comme médiateur. Et juste après je mettais, il y a une séquence d'un film qui aurait pu faire la soirée. On a hésité entre ça, que vous allez voir, ou bien son film Famine Fatigue ou Le pouvoir de l'image qu'il avait fait avec Thierry Garel, et magnifique, mais on a choisi de faire ça. Il y a un petit enfant qu'on va voir, Yal, qu'il avait 8 ans, qu'on l'a filmé longtemps dans le sud éthiopien, réfugié. Et puis Patrice a toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il était devenu, ce gamin. On lui a dit que les camps avaient été bombardés totalement, donc il avait perdu tout espoir. Et il y a 5 ans, une réalisatrice est apparue en lui disant que Yal était devenu un grand défendeur des droits de l'homme de son peuple en Australie. Et donc, Vincent Yal, David Yal Vincent est aujourd'hui le président de Bridge Initiative, l'ONG fétiche de Patrice. Voilà, merci. Bonne projection. C'est difficile de parler après ces images. Les mots... bon. Tout ce que j'avais prévu de vous raconter me semble plat et convenu. Donc je vais pas vous dire tout ça. Je ne vais pas vous raconter comment j'ai rencontré Patrice, etc. Juste vous dire qu'il a produit 2 de mes films qui comptent beaucoup pour moi. Et je vous remercie d'en avoir mis des extraits dans votre compilation. Histoire d'une terre, Palestine, et puis Ben Barka, l'équation marocaine. Et ce sont 2 films qui comptent beaucoup pour moi aussi parce que c'était quand même extraordinaire. C'était des films que je rêvais de faire, mais que jamais j'aurais pensé pouvoir aller les proposer à une chaîne. Ils étaient tellement pas politiquement corrects que c'était impensable à l'époque où je les ai faits l'un comme l'autre. Et puis, il y avait Patrice, voilà. Et puis, pour Patrice, rien n'était impossible. Et Palestine, histoire d'une terre, personne ne veut me croire quand je le dis, mais en fait, c'était une commande. C'est-à-dire, Patrice m'a téléphoné et m'a commandé le film avec Jean-Louis. Ils m'ont commandé le film que je rêvais de faire et que je pensais infaisable. Moi, je n'avais même pas osé aller le proposer, mais ils me l'ont commandé. Et pour Ben Barka, c'était très difficile de parler du Maroc à la télévision française pendant les années de Hassan II. C'était pas vraiment une commande, mais sans Patrice, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Donc je lui dois ça et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup des réalisateurs qui sont ici lui doivent, je crois, beaucoup, parce qu'il avait ce flair et cette volonté de matcher des sujets avec des gens qui rêvaient de les réaliser. Voilà. Il se débrouillait. Il nous connaissait. Voilà. Il savait ce qu'on rêvait de faire et il allait frapper aux portes pour qu'on puisse le faire. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des producteurs comme cela, avec ces engagements-là. Et puisqu'il est question d'engagement et d'amitié, je vais demander à une femme engagée et une amie de Patrice qui est là, Laïla Chahid, qui a été longtemps ambassadrice de Palestine dans de nombreux pays, et en France en particulier, et auprès de l'Union européenne. Et voilà, je sais que ce n'était pas évident pour toi de prendre l'avion et d'être à Paris ce soir. La date n'était pas prévue. Mais enfin, tu es là et merci beaucoup. Merci pour Patrice et merci pour nous tous.
Merci. Merci vraiment. Merci à vous tous, merci à la SCAM de faire revivre Patrice cette nuit avec ces fantastiques images qui montrent tout ce qu'il a fait. Et pour respecter ce qu'il dit, ça veut dire qu'il faut aussi utiliser la presse, la télévision, le cinéma, les livres, l'art, le militantisme, changer le monde. Je vais vous dire que j'ai été très bouleversée, moi qui ai eu la chance de connaître Denise Bara, mais pas Robert, de réaliser en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, combien c'est important de savoir d'où on vient. Et que Patrice et toi, vous venez d'une lignée qui n'existe plus beaucoup, malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, lorsque je vois ce qu'il a fait pour Sarajevo, ce qu'il a fait avec vous, je vais pouvoir maintenant rencontrer tous les gens qui ont travaillé avec Patrice, c'est génial. C'est grâce à vous ce soir que je le rencontrerai. Il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui pour pouvoir faire un peu le travail que vous avez fait ensemble avec Patrice sur les régions qui sont maudites comme la mienne, comme le Liban, comme la Syrie, comme l'Afrique. Et je trouve que c'est extraordinaire de découvrir par cette même occasion combien Patrice, mais aussi Denise et Robert étaient des gens qui ne cherchaient absolument pas une reconnaissance ou un système ni de récompense, ni de prix. Et je retrouvais une situation absolument incroyable de Patrice parlant à l'occasion de la réédition d'un livre de ses parents. Il dit une phrase dans un entretien à l'Humanité, et on pourrait l'appliquer totalement à Patrice. Tu seras d'accord. Alors il dit, je ne sais pas quel était leur ressort pour faire tout ça. Et après ce qu'on vient de voir, on peut se demander si on ne peut pas appliquer cette question à Patrice lui-même, qui est parti à 60 ans, je veux dire. Pour moi, 60 ans, vraiment, c'est le printemps de l'âge sur le plan humain, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Mais bon, il a envie de qui tenir. Et je dirais que tout à l'heure, dans ce très beau montage qui est si émouvant par son intelligence, par nous qui vivons dans un monde de médias aujourd'hui, je dois dire ce que j'en pense. Vous savez, on est passé d'un monde où il dit que les médias ne sont pas bons, mais aujourd'hui, on n'est même pas dans le pas bon, on est dans l'inventé, on est dans le fake news. On est dans des mensonges qu'on raconte dans les médias, qu'on fabrique. On fabrique des mensonges dans les médias aujourd'hui, dans la presse, dans toutes ses formes. Il y a bien sûr aussi ceux qui sont courageux et qui disent la vérité, mais malheureusement, on est très tributaire aussi. Je dirais que je regardais en pensant à Patrice ce soir, j'ai eu le sentiment qu'il était un peu comme Picasso, qu'il avait des périodes différentes de sa vie, des périodes cubistes, des périodes plus figuratives, des périodes où il était amoureux de l'une ou l'autre de ses femmes. Et il a été tout. Il a été journaliste, il a été écrivain, il a été producteur, il a été réalisateur. Il a été surtout très, très citoyen responsable. Et tout à l'heure, vous avez vu ses sourires, comme ses sourires sont beaux, depuis qu'il a 19 ans, lorsqu'il regarde, et il voit l'homme derrière chaque regard. Il nous regarde vraiment, il regarde les gens à qui il fait des films, à qui il fait des reportages. Il voit à travers eux lui-même. Il voit l'autre, mais il voit lui-même dans l'autre. Et je trouve que, pour moi, son engagement, puisqu'on parle d'engagement, est avant tout à l'égard des hommes. Et je pense que ça, il le doit vraiment avant tout à tes parents. Et à tes parents qui ont été un magnifique exemple depuis la résistance jusqu'à la lutte anticolonialiste. Et il faut relire tout ce qu'ils ont écrit, parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il y a eu aussi cette France-là, celle de tous ceux qui ont eu le courage de lutter contre le colonisme, même lorsqu'il s'agissait de la France coloniale. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, nous assistons à une période où on assassine les journalistes, ceux qui, en tout cas, ont le courage de dire la vérité, où on les met en prison, pas seulement à Cuba, mais en Turquie, en Égypte. Je reviens de Beyrouth, je suis arrivée hier soir.
parce que j'ai été membre du jury pour le prix Samir Kassir. Samir Kassir était un brillant jeune journaliste qui était un ami de Patrice, qui a été assassiné il y a 13 ans par les sbires du régime syrien au Liban, parce qu'ils essayaient de lutter justement pour la liberté du Liban, comme ils luttaient pour la Palestine, puisqu'il était membre de la Révolution palestinienne, comme ils luttaient pour la justice et le droit partout. Et je dirais que dans cette forme de combat et d'engagement, ce n'est pas du tout le même que vos parents. C'est-à-dire que je pense que c'était quelque chose qui était au-delà de l'engagement, parce que je trouve que ce qui était extraordinaire, c'est cette capacité d'avoir un sens de la responsabilité, de ce qu'est la responsabilité de quelqu'un qui tient une caméra ou qui tient une plume, et d'être tellement inventif. Moi, j'ai débarqué à Paris en 93, c'est l'année où je l'ai connu, et je l'ai connu à cause de ces films sur Sarajevo. Et j'étais là, j'allais presque au cinéma pour voir les 3 minutes qui allaient précéder le film. Tellement je trouvais que c'était extraordinaire de montrer comme ça un conflit auquel j'avais beaucoup de mal à comprendre les tenants et les aboutissants, parce que justement, il s'agissait, vous savez, le nombre de fois qu'on a dit, ces Libanais, ils sont barbares, ils s'entretuent entre musulmans et chrétiens, entre Libanais et Palestiniens. Et puis soudain, je trouve exactement la même forme de guerre ici, à vos portes, en Europe. Et je dis, ah bon, donc les Libanais ne sont pas les seuls sauvages, puisque aussi les Européens peuvent être sauvages, ils s'entretuent. Et alors moi-même, je me demandais, comment est-ce qu'au XXe siècle, on était encore au XXe, comment on pouvait avoir des guerres entre gens de différentes confessions. Et donc j'ai beaucoup appris, et je trouve que les 2 minutes, je sais que les partenaires de Patrice sont là, les 2 minutes sur les petites filles qui jouent à la vie, qui est absolument magnifique, vraiment magnifique. Bravo, bravo, parce que c'est magnifique. Et donc, je ne vous dirai pas tout ce que vous avez fait avec lui, ça vous le connaissez, mais moi je voudrais dire que j'ai eu l'occasion, et ça a été une très grande chance pour moi, de le connaître aussi beaucoup comme c'est bien sûr un militant engagé, mais moi je veux dire comme citoyen. Et je trouve que cette période de l'association Bridge Initiative, qui a voulu accompagner ce qui se passait dans le monde, parce que c'était une révolution, n'est-ce pas, Gus, là, le monde altermondialiste, pour moi, est une révolution comme les autres révolutions. Et j'ai retrouvé donc Patrice, que j'ai connu à Paris, au Maroc, à Fès, dirigeant cette initiative de dialogue dans un magnifique endroit que Bachir connaît très bien, ça veut dire le musée de la Batha, sous l'arbre. Et figurez-vous que dans sa capacité de changer les choses, il avait convaincu James Wolfensohn, le président de la Banque mondiale, de financer ces rencontres. On était tous assis par terre à parler, inclus de tout ce que le roi, qui était encore vivant à l'époque, faisait, et que personne n'osait toucher à quiconque, puisqu'il y avait la femme du président de la Banque mondiale qui était assise avec nous. Et donc, ce que disait tout à l'heure Émilie, ça veut dire quelquefois il était tellement acharné qu'il nous tapait sur les nerfs parce qu'il voulait, et on pensait que ça ne suffit pas de vouloir. Et bien lui, il a montré que lorsqu'on veut et qu'on y croit, on peut. Et je pense que ceci est un legs tellement important, surtout de nos jours, où il n'y a plus de logique, il n'y a plus, comment vous dire, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de règles de jeu, il n'y a plus moyen de savoir qu'est-ce qui gère les relations internationales. J'ai adoré ce projet qui dit l'histoire continue, où on continue à écrire l'histoire. C'est les journalistes qui ont décidé, après l'assassinat de la journaliste de Malte, qui a été assassinée parce qu'elle a osé faire son enquête sur la corruption. Elle se rappelle comment, Émilie, tu te rappelles? Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de retrouver son nom, mais des journalistes, dont des journalistes français, ont décidé qu'eux, ils vont continuer l'histoire. Alors, j'espère que nous tous, chacun, hein? Ah, oui, elle est maltaise. Elle est à Malte. Moi, je parle de celle de Malte. Peut-être qu'il y a une Bulgare, il y a une Russe, bien sûr. Il y a plein de gens, malheureusement, dans le monde de la presse qui ont été assassinés pour le courage qu'ils ont eu d'écrire, beaucoup en Russie aussi. Et je voudrais dire, pour finir, que le meilleur moyen d'être loyal et, comment dire, d'être même affectueux à l'égard du souvenir de Patrice,
c'est de continuer le travail. Il y a beaucoup à faire et de continuer à avoir sa force de dire si on veut, on peut et on changera le monde. Merci. Bienvenue à vous, Beth et Alain. Patrice a démarré comme journaliste, d'abord à RTL en stagiaire, et puis il a rejoint Gamma, où il faisait de la télé. Et puis il y a eu un grand saut en 88, avec Jean-Louis Saporito, qui travaillait à Antenne 2 à l'époque. Vous avez été des pionniers, je pense, en créant l'agence Point du Jour. Je ne suis pas sûre qu'il y avait des sociétés de production qui vendaient pour les chaînes à l'époque. Ça a été une bascule pour notre métier, pour les chaînes de télévision. Et à l'époque, Patrice, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, il m'a dit, moi, ce que je veux faire, c'est une agence pour les droits de l'homme. Voilà. Merci, je suis très content d'être introduit par Émilie, parce que pendant les moments où on a été séparés, après, avec Patrice, Émilie était la seule à me donner des nouvelles de Patrice. Alors quand je pense à Patrice, je pense beaucoup au talent gâché, à un talent formidable, à un talent gâché. Et voilà. Alors ce soir, je suis évidemment très triste d'être là pour Patrice et très heureux parce que je retrouve des gens avec qui, avec Patrice, on a construit Point du Jour et c'est vraiment une grande satisfaction. Alors Patrice, je l'ai connu, alors contrairement à ce que dit Émilie, il existait déjà des agences de presse, enfin très peu. Gamma Télé venait d'être créé et Patrice travaillait à Gamma TV. Et puis moi, je travaillais à la télévision et puis Patrice venait me vendre des sujets. Moi, j'étais diffuseur à l'époque. Et puis un jour, Patrice m'a dit et si on faisait quelque chose ensemble? Et puis il m'a forcé à quitter mon confort de la télévision pour aller construire Point du Jour. Et voilà, donc je suis très content. Alors on a vu un beau film qui parle de Patrice, mais je voulais dire aussi que Point du Jour, c'était beaucoup d'autres petits sujets où malheureusement Gilles et Gonzalo n'ont pas retrouvé les images, mais Point du Jour, c'était aussi beaucoup de sujets où des gens qui sont là ont travaillé dessus, et ce n'était pas malheureusement que des grands sujets, mais le quotidien, c'était aussi, la défense des droits de l'homme était aussi dans le quotidien, et beaucoup de personnes qui sont là sont venues nous rejoindre, et on a fait ensemble Point du Jour. Alors très vite, on a donc fondé Point du Jour en mai 88, ça fait juste 30 ans, enfin ça fait pratiquement un peu plus de 30 ans qu'on a fondé Point du Jour, et très vite, grâce à Patrice, on a pu mettre à l'antenne des choses très innovantes. Et la première chose très innovante qu'on ait fait, il y avait eu, je crois, en décembre 88 à Erevan, un tremblement de terre qui était terrible. Enfin, je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était en décembre 88 et Patrice avait eu le culot et l'audace et la hargne pour réunir à la fois Médecins sans frontières, France 2, et puis, je crois que Kim était dans l'aventure, et puis De Villers, qui était un ingénieur français, pour faire des directs. Donc, on avait réussi à affréter, surtout MSF, avait réussi à affréter un avion spécial chargé de matériel, et on avait fait des directs d'Erevan pendant une semaine, je crois, et on alimentait toutes les télévisions du monde des sujets que l'on faisait. Alors après, enfin, je pense que d'autres en parleront. On a fait d'autres, et toujours grâce à lui, toujours le quotidien. Il y avait aussi donc toujours les sujets quotidiens, les films quotidiens. Et puis il y a eu des séries plus innovantes qui étaient la passion de Patrice. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéressait du reste, mais sa passion, c'était l'innovation. Donc il y a eu Vis-à-vis, Une rue à Sarajevo, et puis tout le reste. Voilà le souvenir que je garde de Patrice, et je pense que d'autres gens parleront des autres aventures qu'on a pu avoir. Et je suis à la fois triste ce soir, mais vraiment très content de voir tous les gens avec qui on a construit Point du Jour, cette agence qui existe toujours et qui fonctionne au bout de 30 ans, même si les deux fondateurs ne sont pas partis, d'autres ont pris le relais avec beaucoup de réussite, et puis d'autres sont partis travailler ailleurs. Et je pense que le plaisir de Patrice et de moi, c'est de savoir que des gens qui sont venus travailler à Point du Jour, qui se sont parfois formés, c'est des gens parfois que j'avais
vus dans les écoles de journalistes sont venus chez nous et maintenant travaillent ailleurs, essaiment, et beaucoup de documentaires qui sont faits par d'autres sociétés de production que Point du Jour sont faits par des gens qui ont fait leurs premières armes à Point du Jour. Et je pense que de ça, Patrice serait très fier. Merci. Deux, 3 ans plus tard, en 91, c'est la naissance d'Arte. Et à Arte, il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Garel, qui prend en main le documentaire et qui imprime là aussi un énorme virage, parce qu'il installe à la télévision française ce qu'on va appeler le documentaire d'auteur. Ça a été un grand monsieur du documentaire que moi, je n'ai pas connu, mais je sais que Patrice, lui, et Jean-Louis, probablement vous aussi, avaient beaucoup travaillé au début, et Patrice était là au début avec Garel pour la naissance d'Arte. Thierry Garel a été s'installer à l'autre bout du monde. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais il a enregistré un petit message pour nous sur Patrice de Vancouver. Je vous parle d'un pays lointain. Je vais appeler le monsieur qui a appris son métier à Thierry Garel. C'est monsieur Claude Guizard, chez qui Garel a débuté, hein, à l'Institut national de l'audiovisuel. Claude est une personne très importante et très précieuse pour nous autres, les documentaristes de ce pays. Depuis le temps où il a dirigé le merveilleux service de programmes de création et de recherche à l'INA, jusqu'aux ateliers Varan, dont il a été jusqu'à peu le président, pas d'honneur, hein, le vrai président, j'en suis témoin, en passant par les Amis du cinéma de réel et beaucoup d'autres lieux emblématiques de notre passion commune, qui nous réunit ce soir, tous ensemble, grâce à Patrice. Voilà. Nous avons eu la chance de voir un certain nombre d'extraits de Vis-à-vis, de Sarajevo, de Medmondo. Et je crois qu'on trouve ça formidable, mais au moment où on a vu ces programmes, je suis comme Leila Chaïd, je connaissais Patrice, mais je ne l'ai véritablement connu qu'à ce moment-là, au début des années 90. Parce que, bien sûr, pour Patrice, la télévision n'était absolument pas l'alpha et l'oméga. Mais malgré tout, il a, je crois, inventé des choses à la télévision qui, à l'époque, étaient totalement impensables. Parce que ce qu'on voit là, ces échanges, ces plateformes, tout ça était une gageure absolue sur le plan technique. Et bien sûr, Patrice ne s'arrêtait pas au plan formel, c'est-à-dire au plan de l'écriture. Il fallait justement que ces nouvelles possibilités offertes par l'audiovisuel et par la télévision soient mises au service de ce qu'il animait, c'est-à-dire une autre forme d'information, c'est-à-dire avec ces nouveaux concepts, ces nouveaux dispositifs, comment peut-on organiser mieux des dialogues comme ça à travers le monde ? Et je crois que, je me souviens qu'à l'époque, le film a été montré au sein d'Input. Input, c'est la Convention internationale des télévisions publiques, qui réunissait environ 1 millier de professionnels venus de partout. Et ça a été un véritable choc. Là, tout d'un coup, on découvrait d'autres choses, autre chose que ce que la télévision dont la télévision nous abreuvait, et surtout
d'autres possibilités. Et ce qu'on peut regretter, c'est que ce que Patrice a fait avec des moyens qui sont quasiment des moyens de la préhistoire sur le plan technique, eh bien que tout ça ne s'est pas poursuivi. Et je trouve ça véritablement désolant. Et un mot encore, je crois qu'il a courageusement mené 2 carrières, c'est-à-dire une carrière de producteur, où il ne se contentait pas d'initier des programmes, mais il allait véritablement chercher les moyens de les mettre en œuvre. Et parallèlement, toute son activité d'OGN. Bon, et je sais qu'on a été quelques-uns auxquels il faisait appel. André Gazu, qui est là, je me souviens aussi comment Stéphane Hessel venait toujours pour essayer d'aider Patrice dans ses idées absolument fulgurantes, mais c'était difficile d'aider Patrice parce qu'il allait beaucoup plus vite que nous. Merci. Merci beaucoup, Claude. Nous allons voir maintenant un autre témoignage vidéo que nous avons reçu de Guadeloupe, où vit maintenant l'une des collaboratrices de Patrice, la monteuse Corinne Godot, qui a monté une grande partie de son travail personnel, mais qui a aussi et surtout, enfin pas surtout, mais qui a aussi été l'un vraiment des piliers de l'aventure de Vis-à-vis. Et voilà, Corinne est loin, en Guadeloupe, mais elle nous a envoyé un témoignage vidéo qu'on a reçu il y a quelques jours et que voici. Kim Spencer, where are you? Here. Qui était à l'origine avec Patrice de cette idée hallucinante de Vis-à-vis, qui est au carrefour à la fois de création audiovisuelle, de l'engagement, du rapprochement et des tentatives de dialogue, des bridge initiatives, et qui est, je pense, le point incandescent qui réunit tout ce qui animait Patrice. You've built this incredible project together. You met him, maybe you are going to tell the story much better than me, mais il n'y aurait pas eu de Vis-à-vis sans Kim et sans la relation de Kim Spencer avec Patrice Barra. Merci. Excusez-moi, mais mon français est terrible, and I'm going to have to speak English. Et merci à Kim d'être venu spécialement de Los Angeles pour cette soirée. So I wrote it in French, but it's impossible. I'm sorry. But I first met Patrice and Jean-Louis Saporito, I think in 1987. We were working on a pilot for a global news program with Antenne 2 and BBC and PBS in the US, and 27 other countries around the world agreed to make a global TV news program. 1987, before CNN, all this. So Patrice he loved the idea. And the show never happened. The money wasn't there. But the concepts in the first pilots that we made in London and in Paris, years later, led directly to the Vis-a-Vis. The whole idea of linking people face to face, it was in that pilot. And Patrice remembered when he had the opportunity to make a series for France 2 of 10 one-hour programs, and they let him invent a show. And so he came to me. I was working for ABC News. I had a great job in New York, and he said, "You must move to Paris now." We start in 5 months. So I moved, of course. So as we have seen, Patrice could make things happen. And often when the authorities said, "Impossible, no way, you're not permitted," and even at times when his friends
spoke to him and said, "No, Patrice, really, no, too much, but never too much." Jean-Louis mentioned this one event. It was in 1988. We were having a meeting in Paris, just a small group of journalists working on this plan, and the Armenian earthquake happened. I think 30,000 people were dead. No news coverage from Russia, nothing coming out. Patrice stopped the meeting. He said, "Forget the agenda. We have to go." And it was like, how? 24 hours later, he had a plane booked with a satellite dish and room, along with all the medical supplies on that plane, for journalists from ABC and from French and American journalists. It was the first, during the Cold War, it was the first time journalists actually went on a humanitarian mission, and it was also a symbol of what Patrice always believed in. So, Patrice Baura, notre ami, notre inspiration. We will miss you. Merci Kim. Nous aurons, après le programme officiel, encore du temps autour d'un verre pour continuer d'échanger. Patrice aurait adoré ça, de vous voir tous ensemble, ceux qui ne se connaissent pas, voilà, faire connaissance ce soir et continuer. Patrice et moi faisions partie, tous les deux, du comité pour la vérité sur la disparition de Mehdi Ben Barka. Et pour l'anecdote, je dirais que même s'il nous est arrivé, au cours des 15 dernières années, parfois de ne pas nous voir pendant une année entière, mais on se revoyait le 28 octobre devant la brasserie Lippe, quand on était à Paris. Il y avait ce rendez-vous annuel des gens qui demandent toujours la vérité et la justice pour Ben Barka. Il m'est souvent arrivé de revoir Patrice là. On savait que si on ne s'était pas vu depuis très longtemps, on se verrait là, on irait boire un verre ensemble. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le fils de Mehdi Ben Barka, Bachir. Où es-tu, Bachir? Voilà. Qui nous a beaucoup aidés à faire le film que j'ai réalisé sur son père, parce qu'il nous a ouvert la porte de la gauche marocaine et de beaucoup d'autres choses. Et on était devenus amis, je peux dire, hein, tous les trois. Voilà. Et on continue à défendre ce film. Pour le cinquantenaire de la disparition de Ben Barka, on s'est retrouvés à plusieurs reprises encore récemment, en 2015, donc à des projections un peu partout. Patrice, toi et moi, voilà, à montrer notre film. Et voilà, merci d'être venu. Et on continuera à se voir aussi pour le film. Bien sûr, à se voir, oui. Malheureusement, j'ai pas connu Patrice comme j'aurais voulu le connaître, mais j'ai tenu absolument à être là pour cet hommage. J'ai connu pour la première fois à travers Simone pour le film, et la présence de Simone et de Patrice pour ce documentaire était pour nous un gage de sécurité. Nous étions certains que le résultat serait à la hauteur des ambitions et aussi du combat mené à ce moment-là pour la vérité et qui continue d'être mené pour la vérité. Mais ce que j'ai connu de Patrice, ce que je connais de Patrice à travers ce que j'ai lu, ce que j'ai en discutant, ce que j'ai donc de son travail, moi je peux le résumer par des mots comme fidélité, engagement et continuité. La continuité de ses parents, de Robert et Denise. Continuité pour changer le monde, voir un monde plus libre, un monde plus humain, un monde plus fraternel. Mais pour changer le monde, il faut mener des combats. Robert et Denise ont mené des combats contre le fascisme, contre le colonialisme, contre le néocolonialisme.
Patrice a mené, lui, des combats dans la continuité contre les nouvelles formes d'oppression, de répression, d'injustice. Et pour mener ce combat, il faut des armes. Patrice, les armes qu'il a choisies, c'est les armes de l'écrit, du film, et là aussi de production, en suscitant d'autres à mener, donc à porter ces combats. Et ça a donné ce qu'on a vu. Ça a donné le film sur Ben Barka, sur la Palestine. Et ce film sont des outils, sont des armes. Le film Ben Barka, l'équation marocaine, c'est un outil pour notre combat pour la vérité. Il est le support de débat qu'on a mené avec Simone, partout, même au Maroc. C'est un film qui a beaucoup circulé oui. En cassette VHS au Maroc. Aussi, oui. Et qui continue malheureusement encore à servir de support pour ce combat pour la vérité, parce que cette vérité est toujours à chercher et à trouver contre la raison d'État. Et là aussi, il y a cette continuité de Robert, Denise, Patrice, dans ce combat, en nous accompagnant. Il y a 50 ans, il y a 52 ans, quand mon père a été enlevé, Robert et Denise ont été dans le premier comité pour la vérité. Je suis la présidente de Chandry Julien. Et aujourd'hui, 50 ans après, à l'occasion du 50e anniversaire, à l'occasion de la création d'un nouveau comité pour la vérité, Patrice et Simone ont répondu présent pour ce comité sous la présidence de Louis Joannet, pour continuer ce combat pour la vérité et pour la mémoire. Et je crois aussi le meilleur hommage, ça a été dit, ça a été redit, je le redirai, le meilleur hommage à rendre à la mémoire de Patrice, c'est de continuer à essayer de changer le monde. Merci. Merci Bachir. Guy Massia, Gus Massia, pardon, bon, je suis navrée. Avec vous, c'est un pas de plus, puisque c'est plus que de l'engagement, presque du militantisme. Vous avez fait ensemble un parcours avec le Forum social mondial. Oui, avec le Forum social mondial, et vous avez, vous, la dimension plus politique de Patrice, et peut-être moins l'écriture audiovisuelle, et plus la dimension politique. Je vous donne mon micro. Peut-être qu'on va demander aussi à Gonzalo en même temps, parce que là, avec Gus, vous allez aborder effectivement les questions dont Patrice est occupé. Et je crois que tu as un message d'un des fondateurs du Forum social mondial. Bon, voilà. On restera dans le même sujet. Voilà. Très bien, merci. Évidemment, c'est plus qu'émouvant de parler de Patrice. Je pense qu'il aurait été très heureux que tous nous soyons à Belle-Île. Parce qu'il passait ces dernières années son temps à nous dire il faut venir à Belle-Île, mais tout le monde va être là à Belle-Île. Tout le monde va être là. Évidemment, c'est loin, Belle-Île, hein, quand même. Bon, eh bien, Patrice était un homme merveilleux qui débordait de vie. Et effectivement, c'était tout à fait inimaginable, parce que chaque fois qu'il venait vous rencontrer, vous voir, c'est parce qu'il avait des idées. Il débordait d'idées. Bon. Et quand Patrice arrivait avec une idée, souvent je me disais, bon, ça va être une idée incroyable, mais évidemment, ça ne va pas marcher. Mais on se disait pourtant, mais ça devrait marcher quand même. Parce que c'est une excellente idée. Parce que c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, justement. Parce que Patrice, il pensait à l'échelle du monde. Voilà. Et il le faisait doublement, d'abord par ce qu'il voulait apporter, sa manière de prendre en compte le monde, et par cette idée que par les médias, par la création, par la diffusion, on pouvait toucher le monde. Et donc, en fait, je pense que c'est peut-être un de ceux qui représente le mieux ce qu'est l'altermondialisme. Bon, il est altermondialiste, mais il est altermondialiste depuis avant l'altermondialisme.
Parce que d'abord, l'altermondialisme ne commence pas avec les forums sociaux mondiaux. L'altermondialisme commence dans les années 80 avec la lutte contre la dette et contre l'ajustement structurel. Et Patrice, il en était déjà. Et il avait aussi la capacité de faire la liaison entre la décolonisation et l'altermondialisme. Et ça, pour lui, c'était évident. Et c'était évident par Robert et Denise. Parce qu'il avait vécu la décolonisation à travers justement son amour de Robert et de Denise. Il y a un an et demi, il est venu me voir, il m'a dit « J'ai trouvé un manuscrit de Denise avec des poèmes et son histoire. » Et c'était incroyable. D'ailleurs, effectivement, on retrouvait exactement toute l'histoire de Patrice, mais qui était pour lui qui était continue. Il n'y avait pas de rupture. Et donc, cet altermondialisme, évidemment, il vivait très très bien dans les forums sociaux. Il était à l'aise. Mais évidemment, pour chaque forum social, il avait 5 idées magnifiques. Et donc, effectivement, certaines se réalisaient. Par exemple, entre Soros et le Forum social mondial, tout à fait au début, mais il en avait tout le temps. Hein. Il en a fait à Dakar, il a fait une grande rencontre, et puis après, il en a fait une autre à Tunis. Enfin, chaque fois qu'il y avait un Forum social mondial, Patrice, on était sûr que Patrice arrivait en disant « Attention, ce soir-là, il faut aller, et il y aura tout le monde. Il y aura toujours tout le monde. » Il y avait toujours un peu de monde, d'ailleurs. Et c'était toujours tout à fait passionnant. Bon. Et puis, Patrice, alors, aussi, il était altermondialiste parce que il avait une idée politique très claire. Et son idée politique, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour lui, c'était la réponse. La réponse au néolibéralisme, la réponse au capitalisme, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et toujours, il revenait là-dessus. Il voulait la réécrire, évidemment, ça c'est normal, bon, avec plein de monde qui devait la réécrire avec lui. Et donc, il était prêt à tout. Et, bon. Et il était aussi très attaché, il avait ce côté quand même de croire que tout est possible à partir du moment où on a l'idée que l'on va dans la bonne direction. Et notamment, ce qu'il avait, c'était cette idée que les Nations Unies portaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de monter des choses. Bon, avec Bridge Initiative, je me rappelle, il nous a entraînés à New York, dans le bureau de Kofi Annan, pour discuter de ce qu'on pouvait faire pour changer le monde. Bon. Et puis ensuite à Rome, avec l'ensemble des organisations des Nations Unies, où ils avaient réussi à nous faire passer 2 jours. Bon, c'était... Et toujours, on se disait, bon, ça ne va pas marcher, évidemment, mais peut-être quand même que ça devrait marcher. Et je crois que vraiment, bon, Patrice est toujours vivant. Merci. Merci. Excusez-moi encore. Gonzalo ? Oui. Tiens. Oui, donc très rapidement, 2 témoignages d'il y a quelques heures, des grands amis de Gustave, les 2 fondateurs du Forum social mondial, dont je suis très admiratif, évidemment. Donc, Chico Huiteique, brésilien. Et alors, très rapidement, son idée essentielle, il l'a connue pendant le dialogue, le fameux dialogue Davos-Porto Alegre. Dialogue difficile et en effet presque impossible, mais qui a eu le mérite, qui a eu le mérite, qui a eu le mérite de lancer aux yeux du monde entier le besoin et la possibilité de faire ce monde échapper à la domination de la pensée unique et de l'économie de marché. Et il a toujours insisté. Et il a toujours parlé de sa foi, il a toujours montré sa foi dans le dialogue comme instrument essentiel pour la construction de la démocratie et de la paix, que cette foi puisse nous contaminer à tous, en étant un des grands défis de toujours de l'espèce humaine. Voilà, ça c'est Chico. Et Candido Grybowski, l'autre,
Zozo, là, extraordinaire. Et Patrice a été pour moi un compagnon fondamental. On a fait beaucoup de choses ensemble, sans avoir peur d'oser. Et on s'est rencontrés partout, à Fès, à New York. On a monté des coups ensemble à Londres, à Tunis, mais beaucoup dans les forums sociaux. Et c'était quelqu'un... Et j'ai appris avec lui l'importance stratégique de la communication pour avoir une incidence sur la réalité. Il m'a fait voir pratiquement comment disputare imaginarios, je ne sais pas comment traduire ça, comment discuter autour des imaginaires, des rêves, des visions, des propositions, et capable de bouger les structures et les processus, même avec très peu de moyens, mais avec énormément de créativité. Et on a partagé les sentiments du possible, de tous les possibles, face à plein d'adversités. Et on a eu nos différences, mais on s'est toujours rencontrés. Et donc, aujourd'hui, je pense que son legs, c'est dans ses œuvres, dans ses œuvres de communication et dans ses œuvres d'auteur, et qu'il est avec nous vivant et qu'on les porte avec nous. Candido Grybowski. Il traduisait tout en lisant. Hein. Il traduisait tout en lisant. Bon, il y a eu beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres aventures, comme Algérie maintenant, avec Morad Aïtabouche, qui est là ce soir. Belle-Île. À Belle-Île, il y a Locmaria. Et après Locmaria, bien plus loin, tout au bout, il y a la Pointe du Sceul. À la Pointe du Sceul, il y avait votre maison, celle de vos parents. Thierry, tu veux me rejoindre? Thierry Leclerc. Dans cette maison où j'ai pu aller, moi, qui débordait de souvenirs, de papiers, je ne sais pas quoi dire, de photos, de tous les documents de Denise et Patrice. Ça faisait partie d'un des projets qui l'habitait le plus à la fin et que vous avez pris en main, Samia et toi. Et je te laisse en parler. Merci Émilie. Oui, juste un petit mot d'ailleurs, parce que beaucoup de belles choses ont été dites. Il y a eu la grande aventure de Point du Jour. Il y a eu aussi l'aventure d'Article Z. Article Z, c'était quand même sur les grands boulevards. Il y avait les boulevards qui étaient grands parce que les locaux étaient encombrés. Et je pense que ça rejoint aussi la créativité de Patrice. Des monceaux de carton, de papier, de vieux fauteuils en cuir, etc. Et je voudrais parler d'un projet qui montre bien ce qu'on a évoqué, sa ténacité et son audace. On était au téléphone, mais il se trouvait que j'étais en reportage à l'étranger. Je lui dis, tu sais, on était à la fin des années 90, la guerre civile algérienne continuait. Et je lui dis, tu sais, on devrait, Patrice, faire quelque chose. Regarde, Brian Lapping a fait magnifiquement Bosnia sur le conflit yougoslave en réunissant tous les protagonistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu la même chose sur l'Algérie? Projet complètement fou, parce qu'on avait 10% de chances que ça marche. Réunir les militaires, les islamistes armés qui étaient encore au maquis, les politiques qui se bouffaient le nez, la société civile, etc. Et Patrice dit oui. Patrice dit oui au téléphone et va avec les dents chercher la BBC, Canal+, Arte, etc. Sur un projet, franchement, il y avait peut-être deux producteurs, enfin il n'y en avait qu'un en fait qui pouvait lancer ça. C'était lui, ça a donné Algérie, donc avec Article Z, 2 fois 90 minutes, qui était une histoire de la guerre civile algérienne. Ça, c'était une chose. Et puis Patrice, c'était aussi quelqu'un qui pouvait arriver à la maison avec des tonnes de papier, effectivement, des mallettes d'archives ces dernières années, et il déballait ça dans la chambre, dans le séjour, et il sortait toujours un document qu'on découvrait à chaque fois, qui était souvent un document pour l'histoire, quoi. Vous en verrez dans ce petit extrait quelques-uns. Parce que je pense que lui-même ou les connaissait, ou les redécouvrait, ou en découvrait certains. Et ça, c'était effectivement la mémoire de Denise et Robert. Je voudrais d'ailleurs préciser que dans le projet précédent que j'évoquais, j'avais vu à quel point, je le savais, mais j'avais vu à quel point le nom Bara ouvrait toutes les portes des anciens, les bonnes portes, je dirais, ouvrait les bonnes portes des anciens, du vrai FLN. Il faudrait mettre beaucoup de guillemets sur tout ça. Donc voilà, à partir de là, Samia, essentiellement Samia Chala, qui ne peut pas être là ce soir,
et moi, accompagné par Marion, soutenu par Céline Pagné, etc., nous avions commencé à travailler sur ce projet qui était, je crois, un des projets les plus chers de Patrice, qui était de raconter ce point nodal, ce point d'équilibre, certains diraient déséquilibre de sa vie, mais je crois que c'était surtout un point d'équilibre, et qui était voilà, l'histoire de Denise et Robert. Moi, je les appelle souvent les Aubrac de la décolonisation, les Lucie et Raymond Aubrac, parce que voilà, on a évoqué déjà les souvenirs. On sait que quantité de projets de Patrice, on l'a vu ce soir, étaient inscrits dans ce combat. Donc voilà, ça donne là un film en devenir, ou un film en suspens, ou un film, en tout cas, des heures de Roche qu'on livrera bien sûr à la famille, à vous, à Pablo, et un teaser en fait de quelques minutes. Alors, avant de regarder ce teaser qui serait un film dédié à Denise et Robert Barra, on va peut-être écouter Agnès, sa sœur, et on finit avec l'extrait de votre film, enfin de votre projet. Merci. Bonsoir. Avant de vous lire un petit texte que j'ai écrit tout à l'heure dans le train, je voulais donner une petite anecdote à Leïla Chahid. C'est que quand maman a écrit Liban, escale du temps, elle m'a emmenée la première fois au Liban, j'avais 7 ans. Et ensuite, j'y suis retournée 11 fois avant la guerre. Et mon premier article de presse, il a été publié quand j'avais 8 ans, dans L'Orient et le Jour. Et ça parlait des religions au Liban. Voilà. Et aussi, avant de lire ce texte, je veux dire que je travaille d'arrache-pied puisque je suis passée de journaliste, productrice, etc., etc. Je suis écrivaine maintenant. Et là, mon travail, pendant les mois, les années à venir, ça va être de recueillir tous les textes de Robert, Denise, Patrice, d'obtenir toutes les autorisations de la Terre pour les publier et de rééditer leurs ouvrages. Ce qui va être un travail, croyez-moi, pas facile. Je viens d'apprendre il y a 2 jours, il y a 64 cartons d'archives quelque part. Voilà. Que je vais essayer de récupérer en partie et en laisser une partie. Voilà. Alors, le petit mot, c'est ça. Cher Patrice, ta vie trépidante, tes combats perpétuels furent intenses. Il était parfois difficile de te suivre, que ce soit tes amis. Excusez-moi, mais je souffre un peu. Il était parfois difficile de te suivre, que ce soit tes amis, collaborateurs ou ta famille, car tous les jours, tu voulais refaire le monde à ta façon. Mais le monde n'a pas changé d'un coup de baguette magique, comme tu le croyais si souvent. Tu voulais continuer les combats menés par nos parents Robert et Denise Barra. Tous nos amis présents ce soir, auteurs, producteurs, journalistes, et tous ceux qui nous regardent sur le site de la SCAM, que je remercie vivement d'avoir accueilli cet hommage.